digital, au webinaire, qui est organisé par le marché des entreprises du groupe Tijari Wafa Bank avec son partenaire BPI France. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau webinaire intitulé Agrobusiness, stratégie de renforcement de la compétitivité et levier de transformation. Je vous signale que c'est le 8e webinaire pour cette année, donc sur une série de 10, une sorte de partage qu'on fait avec vous, une sorte de voyage aussi avec vous pour partager avec vous les expertises et le retour de terrain des experts d'intervenants que je remercie vivement. Et vous pouvez bien évidemment revoir les replays de ces webinaires sur le portail de Tijari Entreprise. Alors pourquoi ce thème et pourquoi aujourd'hui? Nous l'avons dit lors des précédents webinaires, l'entreprise se trouve depuis quelques années et surtout ces 2 dernières années un peu sous pression, il faut le reconnaître, quasiment en mode projet, puisqu'elle ouvre une boîte de Pandore et puis il y a beaucoup de sujets qui interviennent. Nous sortons de la pandémie et à peine le monde a commencé à parler de la relance que nous subissons de plein fouet une nouvelle crise des matières premières, une nouvelle crise d'approvisionnement, une guerre qui est aux portes qui est en Europe, suite à l'invasion russe et qui ne simplifie pas les choses. Tous ces sujets aujourd'hui gravitent autour de l'entreprise. L'agrobusiness, bien sûr, fait partie évidemment de ces secteurs qui sont stratégiques et parfaitement alignés à ces orientations. On a parlé de la souveraineté alimentaire, de la résilience, du sourcing local, de la réindustrialisation. Tous ces sujets sont un petit peu des sujets qui sont mondialisés, mais qui se posent avec acuité parce que le Maroc, Mohamed Kitani, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, est un pays aussi agricole, surtout par essence, depuis toujours, même si on a parlé de beaucoup de plans pour dissocier un petit peu la croissance industrielle de la croissance agricole, mais le Maroc reste intimement un pays agricole. Ce secteur, inutile de le rappeler, joue un rôle fondamental au niveau mondial, et évidemment chez nous aussi, autour de l'État, qui est le porte-drapeau de ce secteur, qui est hautement stratégique avec la FENAGRI, qui est l'association des industriels, les industriels bien sûr, l'ASMEX, et tous les autres intervenants qui sont bien sûr la CGEM, les banques, tout ce qui gravite autour de ce secteur qui représente le tiers du tissu industriel et pratiquement 26%, 25% des investissements industriels hors agriculture. Mais c'est aussi un secteur qui, comme je l'ai dit, il se transforme et il a un potentiel certain de croissance. Il représente aujourd'hui, selon les derniers chiffres, à peu près 12% de la valeur des exportations industrielles. Donc, déjà, vous voyez un petit peu l'ambition et la trajectoire à laquelle peut aspirer ce secteur. Alors, cette industrie a répondu, bien sûr, à la période Covid, où les industriels, il faut le reconnaître, ils ont fait un effort monstre pour sourcer toutes les places. Et nous, Marocains, nous n'avons pas, avec fierté, nous n'avons pas manqué de pratiquement rien du tout au niveau des rayons et tout ça, au contraire. Donc, il y avait même une abondance, contrairement à d'autres pays qui ont eu quand même quelques difficultés. Ce secteur aussi, il a aussi répondu à la relance industrielle à travers la banque de projets où il capte à peu près environ le quart de ces projets. Mais comme j'ai dit, l'une des déficiences de ce secteur, c'est son taux de transformation des produits agricoles qui reste en deçà des attentes. Et si Mohamed Kitani reviendra aussi sur ce point, par rapport notamment aux pays qui nous dépassent sur ces sujets, comme l'Espagne, la France, la Turquie, que nous devrions prendre aussi pour modèle au niveau des transformations. Mais comme je l'ai dit, comme tout secteur industriel agrobusiness fait face à ces défis pour se transformer, a fortiori, compte tenu de la situation actuelle. Nous avons, nous, au Maroc aussi, nous le vivons, un stress hydrique. Nous avons aussi le retard de pluie qui ne sont pas rassurants, même si on a eu un semblant de pluie à une journée, c'était je crois le vendredi dernier. Aussi un problème des intrants qui se pose. Comme j'ai dit, l'entreprise et aussi l'agrobusiness, il est sur tous ces sujets aujourd'hui. Il est sur la décarbonation, pardon, la RSE, l'efficacité opérationnelle, le lean, la supply chain.
une logistique efficiente et une montée surtout en force de la compétitivité qui pose problème pour les uns et les autres. Comment finalement, la question qui se pose, comment finalement on se prépare ce secteur face à ces défis et des échéances qui sont rapprochées. Par exemple, chez nous au Maroc, je sais que tous les industriels sont omnubilés par cette entrée en vigueur de la taxe carbone à l'Union européenne qui se profile à l'horizon 2023 pour quelques secteurs, mais aussi la ZLECAf, qui est un énorme sujet dans lequel le Maroc est partie prenante, bien évidemment. Tous ces sujets se posent aussi avec acuité. Alors, les questions qui se posent et qui fusent, comment s'y prendre? Vers quel futur de notre agroalimentaire? Quelles sont les transformations qui permettront aux entreprises de consolider leur développement avec un focus sur les nouvelles opportunités de croissance? Comment mettre en place finalement tous ces jalons pour que ces projets se transforment justement, puis du renforcement de la compétitivité, de la recherche-développement, qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, les entreprises marocaines, malgré tout ce que nous disons, consacrent très peu de budget au niveau de la recherche, de l'innovation. Puis des écosystèmes au niveau de l'immersion, la qualification des ressources humaines aussi se pose, et puis de la data et du marketing stratégique sont aujourd'hui les fers de lance de tout ce que nous faisons. Enfin, comment travailler ensemble? Parce que c'est un sujet aussi qui se pose, et Nadia reviendra sur ce sujet, Aliza aussi, avec tout ce qu'on fait sur le supply chain. Est-ce qu'on peut mutualiser des choses au niveau des achats, au niveau de la logistique, au niveau du transport? On parle de la transition énergétique, et efficacité écologique et énergétique, mais ce sont des vrais sujets aujourd'hui, a fortiori pour notre pays. Pour en parler, et j'en terminerai avec cette introduction, nous avons trois intervenants que je remercie vivement. Nadia Seker, qui est responsable sectoriel bioprocédés et environnement chez BPI France. Mohamed Ktani, senior partner d'Inar Standard, qui intervient aussi aujourd'hui pour le compte de la SMEX. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aussi Aziza Haddad, qui est directeur qualité, contrôle qualité, pardon, recherche et développement. Donc nous sommes en plein focus sur l'innovation, sécurité alimentaire, bien évidemment, et environnementale. Comme d'habitude, pour tenir cette réunion, nous allons consacrer à peu près 40 à 45 minutes pour les intervenants, pour leurs interventions, et puis réserver à peu près le même temps alloué pour les questions-réponses. Je reviens aussi, insiste lourdement sur ce point. C'est vous qui êtes sur le terrain, vous les PME et vous les intervenants. Dites-nous, remontez-nous vos interventions, et puis nous ferons un plaisir, un devoir et un plaisir de répondre et d'interagir avec vous, sur ces questions. Alors, je cède la parole à Nadia Seker. Merci. Bonjour Nadia. Bonjour. Ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui, même si c'est en digital, mais c'est comme si tu es avec nous à Casa. Tu fais partie de BPI France en tant que responsable, je l'ai dit, sectoriel bioprocédés et environnement. BPI France accompagne les écosystèmes autour de l'innovation, justement, transformation et vraiment mise en œuvre sur le terrain des startups, des PME opérant dans l'agrobusiness. Comment finalement se concrétise cet accompagnement sur le terrain? Nadia Seker, je te remercie, je te cède la parole. D'accord. Bon, merci beaucoup Kamal. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Nadia Seker, je suis responsable sectoriel bioprocédés environnement au sein de la direction de l'innovation de BPI France. Je remercie la banque Attijari Wafa qui nous donne l'occasion de pouvoir témoigner un peu de ce que nous faisons à notre modeste échelle française, parce qu'on reste quand même un petit pays, mais au niveau de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie agricole. Je travaille à la direction de l'innovation. Je vais vous expliquer d'abord très rapidement qui est BPI France. BPI France, en fait, est la banque publique d'investissement française. On peut dire qu'on est un peu le bras armé de l'État, le bras financier de l'État, pour investir dans les PME, soutenir la croissance, la création et la croissance des PME et des grandes entreprises, mais surtout des PME françaises sur tous les secteurs d'activité. Nous sommes une société financée à la fois par l'État, qui est notre actionnaire principal, et de la Caisse des dépôts et consignations, qui est notre autre actionnaire également. On a plusieurs métiers au sein de BPI France. On a un métier qui est le métier d'innovation auquel moi j'appartiens, qui vise à financer les programmes de R&D et à aider les entreprises à mettre sur le marché leurs innovations. On a un métier de garantie
où on vient en garantie en fait des financements bancaires et des interventions en fonds propres. On a une activité aussi en fonds propres. On a des fonds dédiés, des fonds thématiques qui prennent des participations qui sont toujours minoritaires dans des PME, des ETI ou des grandes entreprises françaises, soit directement ou soit par l'intermédiaire d'autres fonds. Donc ça, c'est l'activité fonds de fonds. Nous avons une activité de financement, hein, on aide les entreprises, comme je disais, avec des prêts bancaires sur du court, du moyen ou du long terme pour financer des projets d'investissement ou des cycles d'exploitation, et on fait très souvent avec d'autres partenaires bancaires. On accompagne aussi les entreprises, hein, donc on leur dispense des services de coaching pour les accompagner dans leur transition de taille ou transition marché. On a aussi désormais une activité de soutien des entreprises à l'export. Donc on finance et on assure des projets à l'export, donc à l'international, d'entreprises françaises. On le fait avec l'institut qui est dédié à ça, enfin la structure qui est dédiée à ça, qui est Business France, que vous connaissez probablement. Et puis on a une toute nouvelle activité qui est le BPI France Création, où on a une activité qui vise à soutenir l'entrepreneuriat et en vulgarisant, en rendant accessible en fait l'information au financement et à la croissance des nouvelles entreprises. Alors, je voulais vous parler, moi, aujourd'hui, de la souveraineté alimentaire. Comme le disait Kamel, c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Vous devez être vraiment concernés au niveau marocain, dans vos activités de tous les jours, vous, chefs d'entreprise. Sachez que c'est une problématique aussi à laquelle à laquelle sont concernés les entrepreneurs français. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on entend par souveraineté alimentaire. En fait, c'est le terme a commencé à être employé lors d'un sommet mondial de l'alimentation en 96, où la définition qui avait été donnée, c'est le droit de chaque pays à maintenir et développer sa capacité de produire son alimentation de base en respectant la diversité des cultures et des produits. Donc, c'est en partant de ce constat-là qu'en France, on s'est rendu compte, bien évidemment, au gré des crises qu'évoquait Kamal, qu'il y avait une nécessité de retrouver de la souveraineté sur notre secteur. Historiquement, la France, c'est le grenier de l'Europe, hein, depuis des décennies. On est toujours la première puissance agricole de l'Union européenne. On est la deuxième puissance au monde, avec un chiffre d'affaires de près de 73 milliards d'euros en 2018. On a quand même une production en valeur qui est supérieure à 15 milliards d'euros par rapport à nos voisins de frontières, hein, l'Allemagne ou l'Italie. Mais pour autant, on ne peut pas se réjouir de ce constat-là, puisqu'en fait, notre potentiel commercial et notre potentiel productif agricole s'érode depuis des dizaines d'années. Typiquement, si on regarde les surfaces agricoles, en fait, elles ont diminué depuis 1961 de telle sorte qu'on a perdu quasiment l'équivalent de la région Grand Est en termes de surface agraire en France, donc ce qui est quand même significatif. Et puis on le voit aussi au niveau de la population agricole, ça parle d'elle-même, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on est passé de près de 514 000 agriculteurs en 2008 à moins de 440 000 agriculteurs en 2018. Donc on a perdu pratiquement 100 000 personnes dans ce domaine-là. Alors qu'on sait qu'en fait en 2030, étant donné la pyramide des âges, on aura la moitié de la profession qui partira à la retraite. Donc on a un vrai problème aussi d'attractivité du métier, qui est peut-être une problématique, on pourra en parler après, mais c'est peut-être une problématique que vous rencontrez aussi au Maroc. En tout cas, c'est un vrai enjeu pour les pouvoirs publics en France. Face à ça, évidemment, pour compenser une demande en produits agricoles et en produits alimentaires toujours croissante, puisque notre population croît, et qu'on a une demande de diversité alimentaire, et on se retrouve avec une France qui est de plus en plus dépendante de ses importations. Depuis 2000, en fait, les importations, elles ont été multipliées par 2. Il y a un rapport sénatorial qui est sorti en 2019 qui tirait la sonnette d'alarme et qui disait qu'on avait quasiment 20% de notre alimentation en France qui était importée, ce qui est assez nouveau par rapport aux années avant 2000. Et de telle sorte qu'en fait, d'ici, si on continue à ce rythme-là, en fait, on connaîtra notre premier déficit commercial agricole et agroalimentaire en 2023. Donc, on voit vraiment que la situation est assez compliquée. Et donc, pour illustrer ça, je voulais vous parler d'abord un petit peu de la balance commerciale
en France, l'excédent commercial alimentaire. Alors, il est de 8 milliards d'euros. Il est tiré, en fait, c'est tiré essentiellement enfin, c'est le troisième excédent commercial à l'export, en fait, hein, derrière l'aéronautique et le domaine cosmétique. Et si vous regardez, si on regarde un petit peu la ventilation, enfin en tout cas l'évolution de ce solde commercial agroalimentaire depuis les années 2011 jusqu'à 2018, on s'aperçoit en fait qu'il est en net recul. Et surtout, donc, on devient de plus en plus dépendant des importations vis-à-vis de pays tiers et de pays de l'Union européenne. Je reviendrai là-dessus. De telle sorte on se retrouve même avec un solde qui est déficitaire avec l'Union européenne, donc avec les propres membres de la communauté. Ce qui est quand même un tournant par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Je voulais vous expliciter un petit peu quels sont les domaines dans lesquels on reste fort encore aujourd'hui et qui expliquent qu'on est encore une puissance agricole et agroalimentaire puissante. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un excédent commercial agricole et agroalimentaire euh, essentiellement dû au fait qu'on exporte énormément de vin et de spiritueux. Donc, c'est tiré essentiellement par nos exportations fortes sur des produits à forte valeur ajoutée, hein, à fort prix et sur des forts volumes, que sont les vins et les spiritueux. Dans une moindre mesure, hein, à hauteur de seulement 6,2 milliards d'euros, on a les céréales derrière en termes de balance commerciale. Et puis, dans une moindre mesure encore, hein, 2 fois moins, les produits laitiers. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la France, en fait, sortie des vins et spiritueux majoritairement et dans une moindre mesure des céréales, la France est déficitaire en termes d'exportation. Euh, Maintenant, justement, si on parle de ce qui fait un peu défaut dans l'agriculture, enfin, et dans l'agroalimentaire, on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup moins bon en termes d'exportation, donc en termes de balance commerciale, sur les filières fruits et légumes, où ça s'est fortement dégradé, hein. On a perdu des surfaces agraires, mais on a perdu aussi de la recherche, de l'innovation dessus, un intérêt. On a cherché, on a drivé les habitudes de consommation essentiellement moins sur la qualité et plus sur le prix, si bien qu'on s'est tourné en fait vers des produits, des marchés, en fait, un des pays qui avait une capacité à produire à faible coût. Et donc, on se retrouve du coup très déficitaire sur nos exportations en fruits et légumes et fortement dépendant des importations. Notamment vis-à-vis de pays comme nos pays frontaliers, hein. On a l'Espagne, bien évidemment, on a le Maroc et on a la Tunisie, à la fois sur les fruits et sur les légumes. Si je vous parle maintenant de la pêche et de l'aquaculture, qui est le deuxième poste où on a une filière alimentaire, enfin, on a un déficit commercial, là, on est essentiellement dépendant. Alors pourtant, c'est un pays de la pêche, hein, un pays halieutique quand même, la France, hein. On a quand même la deuxième ZEE, donc la zone économique exclusive au monde, hein, une des plus grandes surfaces en fait comment dire, de côtes, donc d'accès à la ressource halieutique. Pour autant, on est maintenant dans une situation où on est fortement dépendant des importations en saumon, en thon, en crevettes, de la part notamment des pays nordiques, bien sûr, enfin de l'Asie du Sud-Est pour ce qui est des crevettes, et pour les pays, et pour les pays nordiques, pour ce qui est du thon, du saumon, et du saumon surtout, hein, avec le Royaume-Uni, l'Écosse et la Norvège. Et puis, on retrouve ça aussi sur d'autres produits un peu moins connus, hein. On est fortement dépendant en importation sur les produits d'épicerie. Alors, sur la viande aussi, alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, la France est un grand exportateur, hein, un grand producteur d'animaux vivants. Mais on exporte beaucoup d'animaux vivants, mais on en récupère beaucoup transformés, notamment en provenance de Pologne, en provenance aussi des Pays-Bas, de la Belgique, hein, sur les produits, je pense, sur les produits porcins. Donc ça rejoint ce que disait Kamal tout à l'heure, hein, sur le fait que nous, on s'est un peu détourné de ce qui est de la valeur ajoutée, de la transformation des produits carnés. Donc, c'est un peu le pendant de ce qui se fait, si vous voulez, sur la filière bois avec la Chine, c'est-à-dire que la France exporte du bois, énormément de bois, hein, de telle sorte que ça pose même des problèmes en fait de souveraineté sur le bois en France, hein, pour se chauffer, etc. Et face à ça, on importe énormément de meubles, hein. On est déficitaire sur l'importation de meubles. Enfin,
Donc c'est exactement la même chose sur les produits carnés. Donc il y a vraiment un travail à faire aussi sur cette filière-là qui est en souffrance. Et puis, dans une moindre mesure, les protéines végétales, et je vous en parlerai après, puisqu'on a lancé en fait en France un grand programme protéines végétales pour essayer justement de substituer, au lieu d'augmenter, d'essayer de développer les produits carnés et la filière carnée. Bon, malgré le fait qu'on a quand même un syndicat sur les produits carnés, enfin les produits d'élevage qui est quand même très fort en France, hein, la FNSEA. On essaie aussi de trouver des substituts, hein, des alternatives, en compensant, parce qu'avec tous les problèmes environnementaux que posent les élevages, bovins notamment, on essaie maintenant de travailler davantage sur la production de protéines végétales. Alors, si maintenant on essaie de comprendre un petit peu ce qui peut expliquer cette situation déficitaire de la France sur ces différentes filières. Alors, la première cause, c'est le fait qu'en France, on a des politiques environnementales et réglementaires qui sont plus exigeantes que je peux dire, dans le reste des pays du monde, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Europe et dans les pays, les pays frontaliers du sud de l'Europe, aux États-Unis aussi, bien évidemment, encore plus sur l'Asie du Sud-Est, hein, ça c'est évident. De telle sorte que, si vous voulez, on se retrouve maintenant avec des produits français sur lesquels on impose par exemple des limites maximales de résidus, hein, les DLMR, qui sont très fortes, notamment par exemple sur des produits phytosanitaires, et qui ne sont pas les mêmes limites de résidus pour des pays pour des produits en provenance de pays étrangers. On se retrouve donc, par exemple, je vous donne un exemple, des produits qui sont importés, par exemple, de Pologne ou d'Espagne, et qui ont des taux de pesticides, de produits phytosanitaires, supérieurs à ce qui est toléré en France, hein, ce qui est toléré par la réglementation française. On a le cas, par exemple, sur le glyphosate, hein, qui est un produit phytosanitaire majeur, qui est assez systémique, multivariétal, qui a été interdit en France, mais qui n'est pas interdit dans d'autres pays de l'Europe, et pour lequel en fait, qui est appliqué sur donc des variétés qui sont ensuite importées en France, hein, qu'on retrouve sur les étals français. Voilà. Donc c'est un peu le paradoxe, ce qui fait un peu crier d'ailleurs nos agriculteurs en France, parce que ils se retrouvent face à devoir, comment dire, à se contraindre à des politiques environnementales très fortes, à des cahiers des charges environnementaux très forts, alors que leurs collègues voisins des autres pays ne sont pas confrontés aux mêmes contraintes. Alors, le deuxième facteur, bien évidemment, c'est le facteur coût et fiscalité, hein. On a un coût du travail qui est quand même assez élevé en France. Il faut savoir qu'il a augmenté de 58% entre 2000 et 2017, alors qu'il a augmenté seulement de 34% en Allemagne. Donc, on se retrouve avec des produits qui coûtent cher à produire en France, parce que la main-d'œuvre coûte cher. Et puis, on a une fiscalité aussi sur la production qui est assez élevée, hein. Elle représente 4,4 points du PIB en France, ce qui est 4 fois plus élevé qu'en Belgique, par exemple, ou en Allemagne. Donc, mis tous ensemble, hein, enfin, ces deux facteurs-là conjugués, on se retrouve avec, c'est vrai, une difficulté du coup à exporter nos produits, et puis une envie, hein, une facilité à importer des produits qui sont moins chers finalement, dans une problématique, hein, dans un contexte où le pouvoir d'achat est quand même un sujet qui revient énormément dans le discours des pouvoirs publics, et sur lequel les consommateurs sont sensibles, parce qu'il y a un vrai problème d'inflation en France, hein, comme dans tous les pays du monde, et un vrai problème de pouvoir d'achat. Donc, je vous donne un exemple. On a typiquement des pommes. Maintenant, nous sommes déficitaires, alors que nous étions le premier producteur de pommes en Europe. Nous sommes maintenant déficitaires sur cette filière-là. On importe majoritairement nos pommes depuis la Pologne, qui, bien évidemment, comme je le disais, répond à un cahier des charges environnemental qui est beaucoup plus faible, beaucoup moins exigeant. Et on se retrouve donc, et puis avec un coût de la main-d'œuvre qui est beaucoup plus faible, avec une fiscalité sur la production, un coût du travail plus faible. Et donc, on a un prix, si bien qu'on a un prix de la pomme qui est vendu à 90 centimes du kilo par les producteurs polonais, versus 2 € du kilo par nos producteurs français. Donc, il n'y a pas photo. C'est quand même hyper difficile pour nos producteurs, hein, pour nos agriculteurs, de rester compétitifs dans, bien évidemment, un marché maintenant qui est un marché européen, hein, depuis l'espace Schengen. Il y a une libre circulation des marchandises. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de
garder de telles exigences environnementales, un tel niveau de rémunération du facteur travail, des finances publiques par la fiscalité, tout en étant compétitif par rapport aux pays voisins. Troisième facteur, évidemment, d'explication de ce déficit commercial agricole, c'est le manque d'investissement et de modernisation dans les outils industriels. Il y a peu d'argent, hein, et donc ça date depuis des années. Il y a un manque de renouveau, hein, un manque d'investissement et de renouveau du parc industriel agricole et agroalimentaire, ce qui fait qu'on a un outil vieillissant. Typiquement, on investit à 30% de façon à un tiers de moins que ce que fait l'Allemagne dans le secteur agricole. Donc on se retrouve avec un outil de production qui est plus à la hauteur des attentes en termes de productivité, de rendement. Et donc forcément, c'est difficile de tenir la compétition agricole. Et puis le dernier facteur que j'évoque, mais que je vais illustrer au travers d'exemples pour montrer qu'on essaie justement de relancer ça, c'est que le secteur agricole et le secteur agroalimentaire a souffert pendant très longtemps d'un manque d'investissement dans la R&D et l'innovation. C'est ce qu'évoquait Kamal pour le secteur marocain, mais ce n'est pas uniquement propre, hein, au marché marocain, enfin au secteur marocain, à l'industrie marocaine, c'est propre aussi à l'industrie française. On investit plus facilement dans les capacités de production, plus que dans la R&D et l'innovation, parce que ça fait moins partie des mentalités en fait du secteur, comparativement à des secteurs où la technologie, hein, ce qu'on appelle les secteurs tech, où la technologie est beaucoup plus représentée. Alors justement, face à ce constat-là, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'était le fait que nos pouvoirs publics en France ont pris conscience de cette situation qui est un peu délicate et se sont dit, bon, il y a une crise évidemment qui est passée par là. Il y a d'abord la crise sanitaire qui a fait comme un espèce d'électrochoc. On a eu une industrie agricole et agroalimentaire en forte difficulté et il y a une volonté des pouvoirs publics, notamment notre ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, il s'appelle comme ça d'ailleurs maintenant pour vous dire l'importance du terme. Il s'est approprié ce terme dans l'appellation même du ministère et qui a décidé de lancer d'abord, suite à la crise Covid, un plan de relance massif de l'économie, hein. En 2021, il y a 163 millions d'euros en fait, qui ont été injectés dans différents sujets majeurs considérés comme stratégiques pour l'industrie agricole et agroalimentaire, typiquement l'autonomie protéique, mais aussi dans les algues, dans les ferments, dans la fabrication du vin, du pain, de la bière, des fromages, au travers des ferments, pour retrouver une certaine résilience après le passage de la crise et relancer la production et l'innovation dans ces secteurs-là. Mais alors surtout pour relancer l'innovation, en 2021 et en 2022, on a lancé 2 appels à projets spécifiques, même 3 appels à projets, dédiés cette fois-ci au financement de projets R&D innovants. On a lancé un premier appel à projet dédié à ce qu'on appelle l'agritech, hein, donc ce sont toutes les entreprises qui développent de l'innovation au service de la transition agroécologique. Et un appel à projet Foodtech, donc ce sont toutes les entreprises françaises qui œuvrent au service de l'innovation alimentaire, dans un esprit de durabilité et surtout de meilleure qualité des aliments, de meilleure traçabilité et d'apport en aliments qui soient meilleurs pour la santé de la population française. Il y a 200 millions d'euros, hein, qui ont été injectés dans ces 2 appels à projets-là. Ils sont toujours en cours d'ailleurs, hein, c'est renouvelé. C'est nous, BPI France, qui opérons ces appels à projets. Et puis, pour essayer, parce que ça ne suffit pas en fait, on en parlera je pense après, mais ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que ça ne suffit pas d'injecter dans la R&D l'innovation, il faut aussi injecter dans toute la chaîne de l'innovation jusqu'à l'industrialisation, parce que les capitaux ne sont pas forcément toujours présents. Il y a une nécessité aussi que l'État joue son rôle d'effet de levier dans le financement privé, dans le capital risque ou le capital investissement. Et donc l'État a décidé aussi, hein, le ministère de l'Agriculture a décidé de dédier 300 millions d'euros à un appel à projet qui est dédié à l'industrialisation soit des solutions d'innovation dans les secteurs agritech et foodtech que je viens de vous évoquer, ou soit des projets dédiés à de la relocalisation de maillons stratégiques de production de produits alimentaires
qui avaient été délocalisés hors France. Voilà, pour essayer de retrouver une souveraineté alimentaire, il y a un travail qui a été fait pour identifier en fait les filières dans lesquelles il était important pour la France de relocaliser sa production française. Je pense par exemple à la moutarde, hein, on souffre d'un fort déficit en production de moutarde. On s'est retrouvé avec la même chose pendant la crise du Covid avec la farine. On s'est aperçu qu'on n'était plus en capacité, quand par exemple l'Ukraine n'était plus en capacité de nous fournir du blé pour fabriquer de la farine, il a bien fallu qu'on continue quand même à alimenter notre population et on s'est dit, oh zut, il faut qu'on fasse retourner nos moulins. Donc voilà, c'est un ensemble de situations comme ça qui nous ont comment dire, nous ont forcés, contraints, précipités dans le fait de se dire qu'il fallait relocaliser certains maillons qui étaient stratégiques pour l'industrie agroalimentaire française. Alors, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'était des exemples en fait, d'entreprises dans lesquelles dans lesquelles l'État français a investi ou dans lesquelles l'État français a financé des projets de R&D innovants pour en fait vous dresser un panorama en fait des grandes innovations dans le domaine agroalimentaire que connaît la France en ce moment. Alors, il y a trois items majeurs dans lesquels on a des grandes innovations d'un point de vue agroalimentaire. Il y a d'abord des innovations dans l'autonomie protéique. Le constat qui a été fait, c'est que l'Europe, alors encore plus la France, est fortement dépendante des protéines, de ces importations de soja, en fait, hein, pour l'alimentation animale. Puisqu'on a 65% en fait, des protéines qu'on consomme en Europe, donc c'est principalement issu du soja, des tourteaux de soja, pour l'alimentation animale, on les importe. Et c'est encore pire en France, on importe à 90% les tourteaux de soja qui viennent essentiellement du Brésil, d'Amérique latine. Évidemment, ça pose des problèmes de déforestation des forêts tropicales, donc on peut pas rester dans cette situation-là. Ça impacte fortement sur le changement climatique. Et donc, considérant ce double impératif de souveraineté alimentaire et de protection de l'environnement, l'État français a décidé de soutenir des filières de protéines végétales ou des alternatives pour relancer la production de protéines alternatives. Alors typiquement, on a soutenu des entreprises dans le domaine de la production des insectes pour des applications animales, mais aussi pour des applications humaines à terme. Donc, il y a typiquement donc les Megafactories qui ont été créées par Innovafeed ou Insect, hein, qui produisent des farines à base d'insectes pour l'alimentation animale, sur différents insectes et agronutrices aussi. Donc ça, c'est j'ai envie de dire, c'est nos trois leaders, nos trois big players en France. Qui sont sur un modèle Big Factory. On a maintenant aussi des modèles décentralisés hein, qui commencent à apparaître et qu'on est en train de financer de production d'insectes. Nous avons aussi financé des projets dans le domaine des substituts végétaux. Aux protéines animales. Donc, on a typiquement donc des substituts végétaux à la viande avec des projets comme Lavie, hein, des startups comme Lavie, Apivore. On a une société aussi, une start-up qui est Umiami et qui a mis au point un procédé complètement innovant hein, avec une forte propriété industrielle complètement innovante au niveau mondial, qui est la première entreprise qui a réussi à fabriquer à partir de protéines entièrement végétales, sans ajout, avec très peu de produits transformés, hein, parce que c'est un peu le problème en fait des produits, des produits de substituts végétaux aux protéines animales, c'est que ce sont des produits ultra transformés. Donc là, toutes les entreprises que je vous évoque, en fait, elles ont un cahier des charges très fort sur le fait d'avoir des produits peu transformés. La société Miami, elle a mis au point un procédé de texturation fibreuse complètement innovant qui lui permet de reproduire des filets de poulet, mais à partir de protéines végétales. On a aussi des entreprises qui se sont focalisées, elles, sur la forte diversité, hein, la fabuleuse diversité qu'offrent les microalgues pour fabriquer des ingrédients actifs à partir des microalgues. Donc, on a financé Algama, par exemple, qui est une start-up qui fabrique des substituts aux œufs pour fabriquer des mayonnaises, par exemple, complètement véganes. Avec des marchés hein, qui sont en forte croissance hein, sur ces demandes-là. On a financé aussi, et on a même investi dans la société Microfit, qui est une entreprise dédiée aux microalgues et qui fabrique des ingrédients actifs, hein, des antioxydants par exemple, des ingrédients cosmétiques qui permettent, qui trouvent toutes leurs applications
dans le domaine cosmétique ou dans le domaine des compléments alimentaires. Et de même avec la société Unalv aussi, qui fabrique des ingrédients à base de microalgues pour l'alimentation aquacole. Puisqu'en fait, toutes ces entreprises-là, en fait, elles travaillent sur des substituts avec des profils en acides aminés qui sont très riches et qui permettent donc d'avoir des cultures durables, de pas venir en compétition avec des productions agraires, hein, donc des surfaces agraires, et avec des rendements qui sont suffisamment importants pour avoir une filière qui soit économiquement viable. On a aussi eu des financements dans le domaine de l'innovation pour la santé par l'alimentation. Donc là, je pense plutôt aux compléments alimentaires. On a pas mal d'entreprises qui ont déposé des projets innovants et qu'on a financés sur différents sujets. Donc, ce sont des ingrédients alimentaires qui sont favorables à la santé, donc soit sur la thématique de l'alimentation personnalisée et du microbiote. Donc, je ne sais pas si c'est un sujet qui est d'actualité, mais j'imagine que oui au Maroc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études cliniques qui ont démontré le fait que l'intestin était notre deuxième cerveau. Et donc, on a pas mal de startups qui se sont positionnées sur la production de probiotiques innovants. Qui permettaient donc de venir en aide à des pathologies liées donc à l'inflammation, liées à l'âge, donc qui permettent de cibler différentes populations, différentes catégories de populations. Je pense notamment aux seniors, puisque maintenant, comme on est dans une perspective de santé personnalisée, on est aussi dans une perspective d'alimentation personnalisée. Voilà. Et donc, ça se fait au travers du microbiote avec des probiotiques. Et donc, alors, je vous présentais deux entreprises. Là, typiquement, on a Inocress qui développe des cressons et des ingrédients actifs à partir de cressons. Alors, en plus, c'était très intéressant parce que nous, on était fortement dépendants du cresson, de l'importation en cresson. Et donc, on a favorisé le financement de ce projet-là parce qu'il permettait de retrouver un peu de souveraineté sur cette production-là, avec des ingrédients actifs qui découlent du cresson et qui sont intéressants comme complément alimentaire, notamment sur les populations de type senior. On a une société qui est la société Bioprox aussi, qu'on a financée et qui, elle, produit des probiotiques qui permettent de limiter le vieillissement cellulaire et qu'on intègre dans différentes matrices alimentaires. Donc, ça peut être du pain, ça peut être des yaourts, et donc qui permettent en fait d'avoir des super aliments, comme on appelle. Je voulais vous parler aussi un petit peu, alors nous on appelle ça l'usine du futur. En fait, c'est l'utilisation de technologies assez innovantes qui sont plutôt utilisées dans le domaine pharmaceutique et qui ont été transposées au domaine alimentaire. Donc, typiquement, on a l'entreprise Protera, c'est une start-up qu'on a financée et qui a mis au point un ingrédient alimentaire naturel à base de protéines par de l'ingénierie métabolique et qui permet d'augmenter en fait la durée de conservation des produits de boulangerie sans avoir recours à des additifs de synthèse. On a aussi la société Oléoinov. Alors ça fait partie plutôt de la filière oléagineuse, pardon. Et en fait, on a l'utilisation de tourteaux de colza et l'extraction de nouvelles molécules à partir de ces tourteaux de colza pour fabriquer des molécules antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent venir aussi aider, faire de l'alimentation personnalisée et surtout aider les traitements, supplémenter des traitements médicamenteux. On a une entreprise aussi qu'on a financée dans le domaine qui mettait au point des solutions de détection de bactéries pathogènes, parce qu'en fait, donc, on parle beaucoup de produits innovants, mais ce qui est important aussi, c'est une problématique aussi à laquelle est concernée l'industrie alimentaire, c'est d'avoir une bonne traçabilité de ces produits dans sa chaîne de production, en amont aussi vis-à-vis de ses fournisseurs et en aval vis-à-vis de ses clients. Et donc, Direct Analysis met au point une solution de détection de bactéries pathogènes qui est très simple, qui est très rapide, qui est basée sur une technologie microfluidique et d'optique qui était utilisée typiquement dans le domaine pharmaceutique et qui a été transposée au domaine agroalimentaire. Et je terminerai donc ma présentation sur le troisième pan important aussi des innovations sur lesquelles on intervient.
et sur lesquels l'État français a souhaité mettre l'accent en donnant des financements, c'est sur la nécessité pour nous de réduire notre dépendance aux intrants chimiques. On l'a vu, hein, nous, on est très dépendants en France, en Europe, des importations en gaz, notamment, et le gaz naturel, encore venant de Russie, venant d'Ukraine. Et ce gaz est essentiel pour la fabrication, notamment des engrais azotés. Si bien que là, on a vraiment une difficulté. Hein, les agriculteurs français nous disent là, on a vraiment des difficultés, les coopératives ont des difficultés pour s'approvisionner en engrais. Donc, on a une nécessité de développer des technologies qui vont permettre d'avoir des substitutions à ces engrais agrochimiques. Et on essaie de développer, donc on a mis au point une stratégie nationale du biocontrôle pour promouvoir la mise au point de molécules naturelles qui vont aider à lutter contre des pathogènes, à prévenir et lutter contre des pathogènes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biocontrôle, ou qui vont aider à stimuler les défenses des plantes. C'est ce qu'on appelle la biostimulation, pour réduire le recours aux fertilisants azotés, phosphorés, et réduire le recours, bien sûr, aux produits phytosanitaires, avec tous les problèmes environnementaux qu'ils posent. Donc là, je vous ai donné quelques exemples d'entreprises dans lesquelles on a investi, dans lesquelles on a financé ou dans lesquelles aussi on a investi. Donc, vous avez l'entreprise Antophénol. Vous avez aussi, alors l'entreprise Antophénol, c'est une entreprise qui valorise des déchets issus du bois de la vigne. Donc c'est un procédé complètement innovant et qui lui permet en fait de mettre au point un antimicrobien naturel qui permet de protéger par une molécule complètement naturelle les différentes cultures fruitières. On a soutenu aussi, financé une entreprise qui développe des agroéquipements. Hein, donc cette fois-ci, c'est une solution de pulvérisation qui est ciblée pour optimiser l'utilisation de produits phytosanitaires, hein, pour éviter d'avoir trop de rejets dans l'air et dans le sol. On a financé aussi la société Sidine, qui elle avait un procédé innovant d'amélioration de la germination des semences. Qui est aussi une problématique que rencontrent les producteurs agricoles, les coopératives, de pouvoir maîtriser la germination des semences. Et puis, on a on a financé une biotech qui a levé énormément d'argent d'ailleurs, hein, qui est Meiogenix, qui est une biotech végétale et qui, justement, alors, elle fait de l'édition de gènes, un peu comme on le fait dans le domaine pharmaceutique, mais qui le fait dans le domaine de l'alimentaire et pas que, qui a une technologie d'édition de gènes, hein, et de chromosomes pour en fait accélérer le processus en fait de mise au point de nouvelles variétés, hein, donc le processus de création de biodiversité végétale au service de l'agriculture. Et donc pour créer des nouvelles semences, hein, des nouvelles variétés qui aient une plus grande immunité, une meilleure résilience par rapport au changement climatique, ou qui apportent aussi des qualités nutritionnelles plus importantes. Et puis, je terminerai là-dessus. On a aussi la nécessité de moderniser, comme je disais, l'agriculture. Ça passe par le développement de sociétés focalisées sur les technologies au service de l'agriculture pour faciliter le travail en fait, hein, des agriculteurs. Donc, on a financé des entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de la robotique qui ont mis au point des outils. Alors, typiquement, on a AI-Herd qui a mis au point un outil d'intelligence artificielle qui permet il y a un outil de vision, hein, qui permet de suivre les cheptels en temps réel pour l'agriculteur, et qui lui permet en fait de déterminer les événements majeurs liés à la vie de ces cheptels, typiquement les mises à bas, les périodes de chaleur, l'apparition d'un pathogène aussi, qui permet en fait à l'agriculteur d'être tenu en temps réel sans avoir à se balader dans son troupeau, de savoir à quel moment en fait il y a des événements qui peuvent avoir un impact sur le cycle de vie de leurs animaux. Et puis, on a financé aussi l'entreprise Esprit qui, elle, a mis au point, c'est pas la seule d'ailleurs, hein, un robot autonome. On voit beaucoup de projets sur les robots autonomes qui permet de faire de la récolte de fruits et légumes et qui donc facilite la tâche de l'agriculteur pour lui permettre de se concentrer sur du travail à plus forte valeur ajoutée. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous montrer, un panorama en fait d'innovations en fait qui ont été financées par BPI France. Tout ça pour vous dire en fait qu'il y a une diversité en fait
d'innovation mise au point par les entreprises, par les startups notamment, parce que c'est certain, c'est surtout les startups qui insufflent une dynamique d'innovation, surtout dans le domaine agroalimentaire et agricole. Et juste pour vous montrer en fait que on peut à la fois concilier souveraineté alimentaire, transition agroécologique, santé pour le consommateur, en renforçant les capacités de production alimentaire, le développement d'alternatives biologiques aux intrants chimiques, le développement d'aliments riches en protéines et de nutraceutiques, et tout ça, bien évidemment, dans un esprit de souveraineté, donc du Made in France. Merci Voilà. beaucoup, Nadia. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, je n'ai pas voulu t'arrêter parce que c'était très intéressant. Franchement, c'est très instructif, toutes ces révolutions, ces innovations et puis ces ruptures finalement pour réinventer finalement l'agroculture, l'agriculture et l'agrobusiness de demain. Franchement, on reviendra auprès de toi au niveau de l'échange. Je m'entends auprès de Zi Mohamed Ktani. Rebonjour Zi Mohamed. Bonjour, c'est Kamel. Merci d'être parmi nous, Zi Mohamed. Tu es senior partner chez Dinar Standard. Tu interviens, c'est un cabinet de stratégie qui est connu, mais tu interviens aussi pour le compte de la SMEX. Tout à fait. On parle du concept du produit de halal. Nous sommes 1,9 milliard, je crois, de musulmans sur 8 milliards. Oui, mauvaise ou bonne nouvelle, nous sommes arrivés à 8 milliards. Je crois que c'était le compte du 15 novembre, selon les Nations Unies. Donc, vraiment, il y a une pression sur le monde au niveau de sa démographie. Et c'est aussi un problème qui se pose avec la réfection des surfaces cultivables et la ville et tout qui prend le relais. Donc, c'est des défis multiples. Tu as écouté, Zi Mohamed, l'intervention de Nadia, qui est en ligne de mire avec ce que tu fais. Et je dirais, et le halal dans tout ça, avec tout son potentiel, tout ce qui se dit. Je te remercie, Zi Mohamed, et je te cède la parole. Merci, Sidi. Donc, je vais faire un partage d'écran. Alors, pardon. C'est bon, on voit. C'est bon. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, tu peux le faire en plein écran? Oui. Bon, on le voit. Si tu peux le faire en plein écran, on le voit. D'accord. Voilà. C'est bon, c'est très bon. Très bon. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alors, ma présentation va porter principalement sur la taille du marché halal. Je vais préciser, quand je parle du marché halal, donc c'est la consommation en produits alimentaires des musulmans dans le monde. Je ne parle pas donc d'un chiffrage de produits certifiés halal. Donc, bien sûr, ils sont inclus dans le décompte, mais c'est pour donner plus une image du potentiel global de la consommation des musulmans dans le monde. Et donc, un petit point aussi, donc un grand merci à Nadia pour sa très, très bonne présentation. Donc, le halal n'est pas nécessairement exclusif avec ce que Nadia a présenté. Et souvent, on peut voir qu'il y a donc des zones d'overlap, donc des points communs, comme vous le verrez dans ma présentation. Alors, depuis 2 ans, le cabinet Dinar Standard lance, en partenariat avec la SMEX, le rapport sur l'économie halal et le mode de vie islamique dans le monde, à partir du Maroc. Nous faisons le lancement aussi à partir donc de l'Europe, de l'Australie, des États-Unis d'Amérique et de certains pays du Golfe et de l'Asie du Sud-Est. Nous définissons l'économie mondiale halal comme les 6 secteurs de l'activité économique qui sont impactés par l'éthique et la loi religieuse musulmane. Et à ces 6 secteurs, on ajoute bien sûr le secteur financier, puisque la finance participative, comme on l'appelle au Maroc, ou finance islamique, comme elle est appelée ailleurs, donc, vient compléter donc, les 6 secteurs. La certification halal en tant que telle, elle ne concerne vraiment que 3 secteurs, l'alimentation, le cosmétique et le secteur de la pharmacie. Bien sûr, le secteur de la finance aussi nécessite des fatwas religieuses, soit dans le cas du Maroc par le Mjlis al-Ilmi al-A'la, donc le Conseil supérieur des oulémas, et dans les pays du Golfe, c'est plus des conseils, je dirais, choisis par les banques elles-mêmes.
donc deux différents modèles. Alors, en termes de taille du marché, les 6 secteurs de l'économie réelle que j'ai montré dans ma slide représentent une dépense de 2000 milliards de dollars par an par les 1,9 milliard de musulmans qui sont recensés. Donc, sans surprise, la taille du lion revient au secteur de l'alimentation, qui représente à peu près 1267 milliards de dollars. Et les 2 autres secteurs, donc celui de la pharmacie et celui des cosmétiques, ont une contribution de 100 milliards de dollars et 70 milliards de dollars chacun. Les projections que nous avons à l'horizon 2025 montrent que la consommation va croître d'à peu près 800 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuelle composé de 7,5% entre 2021 et 2025. Alors, qu'en est-il de la démographie et de l'adhérence au halal? Alors, en 2020, donc, les musulmans étaient à 1,9 milliard d'individus dans le monde, à peu près 25% de la population, donc un individu sur 4 est musulman. En 2030, la population musulmane va croître à elle est projetée à 2,2 milliards d'individus, soit un pourcentage de 26,5% de la population mondiale. Et à l'horizon 2050, on passe à 2,8 milliards. Et à ce moment-là, les musulmans représenteront un individu sur 3 sur la planète. Lorsqu'on prend la répartition par zone, on voit que l'Asie-Pacifique, bien sûr, avec l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, représente 1 milliard d'habitants. En 2030, cette population est projetée à 1,3 milliard d'habitants. Alors, la zone MENA, de l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient, en 2010, on était à 322 millions d'habitants et cette population est projetée à quasiment 440 millions d'habitants à l'horizon 2030. L'Afrique subsaharienne, qui est déjà à 242 millions d'habitants en 2010, va passer à quasiment 386 millions d'habitants à l'horizon 2030. L'Europe est projetée avec une population musulmane à peu près 58 millions d'habitants et les Amériques à peu près 11 millions d'habitants. Alors, il y a quelques années, je crois il y a 2 ou 3 ans, on avait fait un sondage auprès de nos constituants et donc l'adhésion au halal, donc ici je parle de la certification, elle est très forte en Afrique et au Moyen-Orient, donc 48% réclament ou veulent ou sont, je dirais, intéressés par une certification halal. En Asie-Pacifique, c'est moins prononcé, on n'a que 12% donc, de préférence pour une certification. Alors, en termes de PIB, en 2020, le PIB cumulé des pays de l'OCI, donc l'Organisation de la coopération islamique, qui comprend à peu près 55 ou 57 pays, s'établissait à 7 278 milliards de dollars. Et lorsqu'on prend le PIB par habitant, malheureusement, les pays de l'OCI sont bien à l'arrière, puisque le PIB moyen par habitant est à 3 758 $, alors que la moyenne mondiale s'établit à 10 058 $. Donc le PIB par habitant n'est pas homogène. Donc nous avons 4 catégories. Les pays du Golfe et Brunei sont à une moyenne à peu près de 24 000 $ par tête d'habitant. Les pays intermédiaires comme l'Iran, l'Irak, la Jordanie, la Malaisie, la Turquie sont à une moyenne de 7 254. Quasiment tous les pays d'Afrique du Nord, incluant le Maroc, sont à peu près à 3 000 $ en moyenne par tête d'habitant. Et le reste, donc principalement des pays d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, on est à peu près 776 $ par tête d'habitant. Donc un niveau de revenu et par conséquent de pouvoir d'achat qui n'est pas le même selon les régions. Mais, ceci dit, une croissance démographique favorable, sachant que la population musulmane dans le monde, elle est jeune par rapport à la moyenne mondiale.
Si je ne me trompe pas, en 2010, l'âge médian chez les musulmans était à 19 ans, alors à 24 ans, alors que l'âge médian au niveau de la population globale dans le monde, il était à 28 ans. Donc c'est une population qui est plus jeune, qui croît plus vite, et je l'espère avec un PIB par tête d'habitant qui devrait s'améliorer, donc à l'horizon 2030-2050. Donc la consommation des musulmans dans le monde devient vraiment un enjeu stratégique et qui est pris très au sérieux par les multinationales, comme vous le verrez. Alors, lorsqu'on parle de halal, on ne le réduit pas simplement à la méthode d'abattage des animaux. En fait, le halal imprègne quasiment 60 marchés sur toute la chaîne de valeur. Donc, à partir des intrants primaires, donc les intrants agricoles, l'alimentation animale, elle doit être halal. La façon donc d'abattre les animaux doit être halal. Quand on passe au secondaire, donc tout ce qui est alimentation et produits transformés, alors ça commence par l'équarrissage, les ingrédients intermédiaires, les produits transformés, les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Lorsqu'on passe au secteur tertiaire, tout ce qui est services, donc la distribution, la restauration, le catering, et donc même le digital, où on commence à voir vraiment donc des spécialisations dans le halal qui émergent. Et bien sûr, tout au long de la chaîne de valeur, il y a les facilitateurs, donc la logistique et la certification. Donc ce secteur qui est primordial, donc 1267 milliards en 2021, donc a quand même des corollaires assez importants et ça peut donner des idées pour l'entrepreneuriat et donc pour les PME pour pouvoir se positionner sur tel ou tel segment. Alors, en 2021, donc les musulmans ont consommé 1267 milliards de dollars. Les principaux pays par volume de consommation, c'est l'Indonésie d'abord, avec 147 milliards de dollars, suivi du Bangladesh avec 127 milliards de dollars. L'Égypte avec 120 milliards de dollars vient en troisième position. Le Pakistan, 88 milliards de dollars, se positionne en quatrième position. Et le Nigeria, 86 milliards de dollars, se positionne en cinquième position. Les principaux exportateurs sont le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie et bien sûr les États-Unis d'Amérique. La crise du Covid a impacté le secteur. Donc on voit une chute entre donc 2020 et 2021, mais il y a une reprise qui s'est amorcée. Voilà, donc, le taux de projection le taux de croissance projeté est à peu près à 7%. En termes d'investissement, on a recensé à peu près 4 milliards de dollars d'investissement. Donc, soit c'est de l'investissement direct, soit c'est une activité M&A. Donc, et elle est directement liée au halal. Donc, je parle de la certification ici. Alors, en termes d'écosystème global, la Malaisie est de loin le meilleur écosystème puisqu'ils sont les leaders dans la certification, dans la recherche sur la certification, mais aussi ils ont un système financier qui est très développé, ils ont une très très bonne gouvernance et bien sûr il y a et l'innovation elle est plus poussée. Ensuite nous avons l'Indonésie, la Turquie, la Russie et les Émirats arabes unis. Alors oui, la Russie donne beaucoup d'importance au halal. Bon, on ne sait pas, mais il y a pas mal de républiques de la Fédération de Russie qui sont en majorité musulmanes. Donc c'est un intérêt pour l'État russe. Alors les signaux d'opportunité, je reviendrai dessus, mais brièvement. Donc c'est principalement la sécurité alimentaire. Développer les échanges entre les pays de l'OCI. L'innovation, mais aussi, pour être un petit peu plus granulaire, nous avons remarqué qu'il y avait une très forte demande pour les plats préparés,
donc tout ce qui est la transformation pour produire des plats préparés. Donc peut-être que c'est dû à l'impact du Covid, mais en tout cas la demande est là. Alors en termes de partenaires, les premiers exportateurs, donc le Brésil, 16 milliards de dollars, l'Inde 15 milliards de dollars, les États-Unis d'Amérique 13 milliards de dollars, la Russie 12 milliards de dollars, la Chine 9,5, l'Argentine 8,5, l'Indonésie, premier pays de l'OCI, donc qui exporte vers l'OCI, avec quasiment 8 milliards de dollars, l'Ukraine 7,7 milliards de dollars, la Turquie est le deuxième pays qui apparaît dans le classement, 7,4 milliards de dollars, et la France se positionne avec 6,14 milliards de dollars. Les principaux importateurs, bon, l'Arabie Saoudite, 20 milliards de dollars, l'Indonésie, 17,5 milliards de dollars, la Malaisie, 16 milliards de dollars, suivi de la Turquie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Bangladesh, le Nigeria, notre voisin algérien, et l'Irak avec 7 milliards de dollars. Voilà, donc, comme vous le voyez, il n'y a pas grand monde dans le classement des exportateurs vers les pays de l'OCE, à part l'Indonésie et la Turquie. Il faudrait quand même noter ici que l'exportation de bétail et donc de légumineuses pèse très lourd. Donc le Brésil, par exemple, exporte beaucoup de volailles, de viande rouge, de viande blanche. L'Inde exporte beaucoup de légumineuses et beaucoup de légumes aussi. Les États-Unis d'Amérique, bien sûr, mais ça inclut aussi des produits transformés. La Russie, la Chine, c'est aussi beaucoup de matières premières, je dirais. Voilà. Donc, ce n'est pas nécessairement des produits transformés. Une balance commerciale déficitaire, donc 200 milliards de dollars d'importation en 2020, alors que les pays de l'OCI, dans leur globalité, n'ont exporté que 113 milliards de dollars vers le monde. Alors, à l'horizon 2025, nos projections montrent que la consommation des musulmans dans le monde va s'établir à 1668 milliards de dollars, donc soit un taux de croissance annuelle composé de 7%. Les importations vont passer de 200 milliards de dollars à 236 milliards, soit un taux de croissance annuelle composé de 3,3%. Alors, comment se répartissent les importations? Donc, c'est principalement des produits à longue durée de conservation à température ambiante, donc des produits de conserve, des pâtes, des sauces, des produits de conserve. Il y a en deuxième position des produits végétaux périssables, voilà. Donc, en troisième position, des produits animaliers périssables. Donc, on parlait tout à l'heure, si Kamal, de la transformation de l'halieutique. Voilà, c'est quelque chose qui est on peut y inclure ici tout ce qui est poisson congelé, poisson transformé, etc. La production d'aliments pour animaux vient en quatrième position, et bien sûr l'exportation d'élevage ou de produits agricoles bruts comme le blé ne représente pas finalement grand-chose. Donc, comme vous le voyez, c'est plus des produits transformés qui prennent la majeure partie des importations au niveau des pays de l'OCI. Voilà, donc 56% sur les 200 milliards de dollars, donc à peu près 112 milliards de dollars. Alors, les signaux d'opportunité, ce que nous avons observé à travers nos interviews et nos enquêtes, donc il y a dû principalement à la crise du Covid et donc à la rupture de certaines chaînes d'approvisionnement. Donc, il y a beaucoup d'investissements dans l'agriculture et l'élevage. Donc, les pays du Golfe, par exemple, commencent à investir massivement maintenant dans des fermes halieutiques. Ils commencent à investir aussi dans la culture sous serre. L'Égypte aussi a fait beaucoup d'investissements, la Turquie, entre autres, l'Indonésie, la Malaisie aussi. Il y a beaucoup d'investissements dans l'agritech et la technologie alimentaire. Il y a une forte poussée politique des États membres de l'OCI pour plus promouvoir les échanges entre les pays de l'OCI.
Voilà. Et alors, système de suivi et traçabilité, c'est quelque chose aussi où on a vu une activité d'investissement et une prise de conscience très importante. Par exemple, juste un petit exemple ici, l'Arabie Saoudite a décidé à partir donc de 2022 qu'elle va demander le label halal pour toute importation sur 5 catégories de produits. Donc, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est oléagineux, les produits de confiserie, tout ce qui est produits congelés et plats cuisinés, et même les produits à longue durée de conservation. Ils vont commencer à demander un label halal, donc une certification halal. Voilà. Alors, en termes d'investissement et d'activité M&A, donc sur les 4 milliards de dollars d'investissement que nous avons recensés, bon, 2 pays se partagent la taille du lion, donc la Turquie et les Émirats arabes unis. Donc, vous voyez un petit peu donc, en Turquie, une firme qui s'appelle Getir a été achetée pour 550 millions de dollars. Donc, elle est impliquée dans le e-commerce, dans tout ce qui est épicerie, dans la logistique, les applications mobiles et tout ce qui est donc les systèmes de delivery. Aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, Kitopi a été acquis pour 415 millions de dollars. Donc, ils font du cloud. Ils sont aussi dans la distribution, la restauration. Et bien sûr l'importation de produits transformés. Il y a aussi, donc je vous laisse lire. Alors, très intéressante au niveau des ingrédients, une firme allemande a fait une joint venture avec une compagnie turque, donc en Turquie, pour commencer à produire de la gélatine de bœuf. Et bien sûr, on sait que la gélatine de bœuf est utilisée, donc la gélatine est utilisée, que ce soit dans les produits pharmaceutiques ou l'industrie de transformation alimentaire, de façon massive. Donc même sur les ingrédients alimentaires, il y a vraiment un fort potentiel. Et je voudrais aussi noter donc l'initiative faite par l'Arabie Saoudite, auquel notre cabinet a participé. Ils viennent de lancer une compagnie de développement du secteur halal, donc qui va investir dans des JV en Arabie Saoudite pour produire des produits halal. Et ça va être principalement des ingrédients alimentaires utilisés dans la transformation. Alors, les opportunités pour le Maroc, bon, elles sont multiples. Et ça va dépendre de la capacité de chaque PME, de son savoir-faire, de son pouvoir de financement. Mais ce qui est bien, c'est que le Maroc est vraiment placé stratégiquement. Nous avons des accords de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, avec les pays arabes, avec l'espace européen. Nous avons des accords avec l'Afrique et pas mal de pays africains, la Grande-Bretagne. Donc, dépendamment du marché, il faudra se positionner différemment. Si vous voulez exporter vers les États-Unis, ça va être des produits premium, mais il faudra prendre en considération d'autres aspects, comme les normes ESG. Donc, emballage peut-être biodégradable, le marketing il sera différent, le produit devra être différent et il devra être adapté donc, aux besoins du consommateur américain. Si vous voulez exporter vers les pays arabes, bon, si c'est les pays du Golfe, ça va être des produits premium, oui, d'accord, mais il faudra s'adapter encore ici aussi sur l'emballage, sur le marketing. Il faudra faire une certification de A à Z, donc il faut une bonne maîtrise donc, de votre chaîne d'approvisionnement, une bonne maîtrise de votre logistique, mais il faut aussi, il faut le souligner, il faut investir dans la recherche et le développement. Donc on ne commercialise pas un produit comme ça, il faut faire toute une démarche de recherche. Donc sur les goûts du consommateur, il faut bien cibler le goût, donc l'emballage, le marketing, trouver un partenaire de distribution localement. Voilà, donc le Maroc a beaucoup de potentiel. On a de la matière première sur laquelle on peut travailler, mais là où je pense qu'il y a lacune au Maroc, malheureusement, c'est à partir du secteur secondaire et vers les services, vers les facilitateurs. Là, il faut vraiment qu'on fasse un effort d'investissement.
et commencer à se transformer et adopter des démarches beaucoup plus modernes. Voilà, donc monter en chaîne de valeur avec des produits transformés, cela va de soi. Je voudrais juste pour clore ma présentation, donner un petit exemple qui peut être vraiment répliqué au Maroc, mais c'est une boîte américaine que je connais, qui a commencé il y a à peu près 15 ans, tout petit. Aujourd'hui, ils sont à 65 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Ils sont en train de croître à 25% par an, je parle des ventes. Et ce qui va être extraordinaire, donc eux, ils font, c'est des plats cuisinés. Voilà, donc c'est des plats cuisinés halal. Donc ils utilisent une viande halal, non modifiée génétiquement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que leur première clientèle, ce n'est pas, donc en termes de volume, leur première clientèle, c'est la population américaine jeune, les millennials. Donc ils sont arrivés à se placer et parmi tous les grands distributeurs américains, ils sont présents. Et je trouve que c'est un très bel exemple. Voilà, donc on peut réussir, que ce soit aux États-Unis, on peut vendre aux États-Unis, que ce soit en Europe, mais il faut s'adapter au marché. Derniers petits chiffres qui vont être très intéressants. En 2013, le ministère de l'Agriculture américain, donc l'USDA, avait fait une petite enquête par rapport au marché du halal en Europe, donc en 2013. À l'époque, donc, ils estimaient que le marché du halal en Europe représentait un volume de 30 milliards de dollars et la France, à elle seule, représentait 8 milliards de dollars avec une population à l'époque de 4,7 millions de musulmans. Alors, le marché européen, même au jour d'aujourd'hui, il est très fragmenté. Même le marché nord-américain est très, très fragmenté, bien que les multinationales majeures comme Nestlé, comme Unilever, comme McDonald's, comme Tyson Foods sont en train d'entrer dans ce marché et commencer à avoir une certification, donc vraiment une approche beaucoup plus pérenne pour la certification halal. Mais il y a encore une chance pour pouvoir se positionner, même en Amérique du Nord, où le marché reste très fragmenté. Voilà, donc Merci voilà beaucoup, pour conclure. merci beaucoup Azdi Mohamed pour ton intervention qui est claire, limpide et qui met tout ce qui est en exergue en termes de potentiel, d'insuffisance de potentiel, mais aussi d'espoir, de menaces, d'opportunités pour ce secteur. Je reviendrai auprès de toi avec Nadia en tour de table avec Aziza une fois qu'elle termine son pitch. Merci beaucoup. La Aziza, merci pour ta patience, Aziza. Avec plaisir. Merci beaucoup, la Aziza. Tu es chez toi. Merci beaucoup. Responsable de contrôle qualité, recherche, développement, sécurité alimentaire en vente. Donc, tu as une lourde responsabilité au sein de l'Europe Cristal, qui, je le rappelle, est un opérateur leader déjà ancré au niveau national, et même au niveau régional, spécialisé dans la trituration, dans les huiles de table. Sur le plan industriel, donc vous disposez bien sûr d'une capacité de stockage et de trituration avec un autre intervenant, mais vous avez la plus grosse part de marché. Vous intervenez, tu interviens dans un secteur, où je parle de sûr, très sensible, de grande consommation, mais aussi en amont aussi, il y a de l'amont aussi, parce que il y a aussi, on parle de cette suffisance, et je sais que le Maroc est un importateur net, et tu auras l'occasion de le spécifier, malgré tout ce qui a été fait au niveau de l'amont pour l'agrégation et tout ça. Le SUR aussi, c'est une entreprise qui se transforme dans tous les sujets que nous avons dit. Comment finalement, la Aziza, vous menez au niveau de sur ces sujets et comment vous intervenez avec votre écosystème, fournisseurs, distributeurs, clients et tout ça, avec une optique et une ambition d'innover, de transformer, d'être plus compétitif. La Aziza, merci beaucoup. Je te cède la parole. Merci à toi, Si Kamel. Merci à Tijeri et Wafabok de me donner la parole pour apporter mon témoignage.
Donc, pour commencer, et donc je rappelle ce qui a été dit par Kamel et je rappelle le contexte des crises systémiques qu'a subi le monde entier et que l'industrie agroalimentaire a été beaucoup touchée et déstabilisée par ces crises. Donc, je commence par la dimension sanitaire qui a touché l'homme par la Covid, les animaux par le H1N1 donc, et les végétaux par les multitudes d'attaques. Sur la dimension économique, je dirais que la crise a commencé à partir de 2018, où il y avait une forte inflation des matières premières qui a déstabilisé les entreprises agroalimentaires et ça a été suivi par la Covid et actuellement par la crise ukrainienne. L'ensemble de ces crises nous a sensibilisés sur notre dépendance extrême à l'externe et nous a un peu bousculé nos stratégies interentreprises. À cela s'ajoute la dimension environnementale avec les changements climatiques, la dégradation des ressources naturelles et la dimension sociale qui est la destruction d'emplois et la précarité. Face à l'ensemble de ces crises, l'industrie agroalimentaire était face à des choix stratégiques, soit aller vers la compétitivité, et dans ce cas, on a le rapport qualité-prix, c'est question de volume, de maîtrise des coûts, des gains de productivité, ou alors aller vers la différenciation, c'est-à-dire vers l'innovation permanente. Et quand je parle de l'innovation, ce n'est pas seulement innover au niveau du produit, mais également au niveau des services, au niveau organisationnel. Ça doit toucher tout le corps métier de l'entreprise. Donc, pour revenir à le surcristal, historiquement, le surcristal était un triturateur et un raffineur d'huile. Et aussi, on a l'activité, la saponification et la production des savons de ménage et des savons de toilette. Avec l'ensemble de ces crises, et aussi à cela s'ajoutent les habitudes alimentaires et les changements des habitudes dans des consommatrices. Donc, on a vu que, par exemple, nos savons de ménage, la consommation a baissé face aux savons poudre, face à la lessive liquide, les savons de toilette également face au gel douche et la consommatrice est devenue beaucoup plus exigeante vis-à-vis du choix de ces marques pour les huiles. Et il y a un autre facteur qui est le facteur des marges qui ont beaucoup baissé vu l'inflation des matières premières. Donc, face à l'ensemble de ces données, et j'ajoute dans le cas du Maroc les accords de libre-échange qui n'ont pas facilité la tâche aux industries agroalimentaires. Alors, nous avons choisi d'adopter deux types de stratégies. En 2012, nous avons commencé une stratégie d'innovation et RSE. Et depuis 2019, on a commencé nos stratégies d'optimisation des coûts. Donc, j'ai choisi plutôt de parler de notre méthodologie, parce que innover, c'est bien, mais il faut choisir la bonne manière pour réussir ces innovations et pour continuer les innovations dans le temps. C'est pour ça, avant de commencer notre stratégie d'innovation,
nous avons travaillé sur une gouvernance qui va gérer cette innovation. On a créé un comité innovation qui est présidé par le comité de direction auquel assistent les pilotes de projets et les équipes projets. Chaque projet, il est piloté par un manager, un middle manager, et l'équipe projet, elle est choisie par toutes les unités de la société. C'est-à-dire, on intègre l'export, les achats, les financiers, le commercial, le marketing, la R&D, le contrôle qualité, l'industriel, la supply chain, depuis la création des idées jusqu'à la sortie des produits finis. Pourquoi on a choisi d'intégrer dans l'équipe projet toute cette communauté d'individus? Parce que historiquement, quand on faisait des innovations, on sortait les produits et après l'export. Ah oui, moi j'aimerais bien qu'on exporter ce produit, mais on se trouve face à des exigences au niveau du marché européen, des exigences réglementaires, des exigences au niveau des certifications, la même chose pour le marché américain, la même chose pour le marché du Moyen-Orient. Alors, c'est pour ça qu'on a intégré l'export, la même chose pour le commercial. On veut sortir le produit, après le commercial nous dit, bon, ouais, vous avez choisi des calibres, mais ces calibres, ça ne marche pas. Le mode de vente au niveau du carton, non, les épiciers, ils demandent que 4 flacons, je ne peux pas vendre 12 flacons, voilà comment ça se fait, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'avant de commencer nos innovations, de fondre un standard et le pérenniser dans le temps pour réussir nos innovations. Ce standard, il est basé sur 5 étapes. La première étape, c'est une étape de sélection. Et c'est une étape qui est très, très importante. C'est l'étape qui va identifier, qui va nous permettre d'identifier quels sont nos axes d'innovation. Est-ce que c'est l'amont agricole? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est au niveau de nos produits? Si c'est une innovation de notre produit, est-ce que ça sera sur nos marques? On va capitaliser sur nos marques et quel genre de produits, etc., etc. Alors pour cela, on a créé, dans cette mode de sélection, on a intégré plusieurs entrants qui va par les études, les brainstorming, les visiter d'autres sociétés, les remontées clients, les trackers, les fournisseurs, etc. On a même instauré une journée d'innovation où on invite tout notre personnel à venir réfléchir qu'est-ce que le sueur, comment vous imaginez le sueur dans le futur. Et c'est la résultante de toutes ces intrants qui nous ont permis de tracer notre plan stratégique pendant 10 ans, depuis 2012 jusqu'à date d'aujourd'hui. Et on a sorti un certain nombre de produits et on a un certain nombre de projets qui sont pas seulement des produits, mais d'autres réalisations. Donc, suite à cette phase de sélection, on a une phase de projection. La phase de projection, c'est la base pour la réussite du projet, c'est faire un brief projet où c'est bien spécifié le marché, notre DN, notre part de marché pendant les 5 premières années, un descriptif du produit, comment on va le commercialiser, où est-ce qu'il sera commercialisé et quelle est l'équipe qui va travailler sur ce projet. Une fois ce brief projet il est validé par le comité d'innovation, on passe aux phases de développement. Et là, pendant la phase de développement, on commence, comme il a dit Sexteni, par la partie réglementaire. En fonction où va être commercialisé ce produit, donc il faut travailler la base
pour travailler sur l'étiquetage, pour travailler sur la formulation, pour travailler sur les emballages, pour travailler sur les certifications qui vont accompagner ce produit. On travaille également sur est-ce qu'on peut, c'est ça l'innovation qu'on a ajoutée dans notre process, c'est que est-ce qu'on est obligé de produire toute la chaîne de ce produit chez nous? Est-ce qu'on ne peut pas sous-traiter une partie de cette production, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas sous-traiter la partie fabrication des emballages chez un sous-traitant local à côté? Est-ce qu'on ne peut pas sous-traiter une partie de transformation chez un sous-traitant local? Et ça nous a permis de gagner du temps, de faire travailler d'autres PME, PMI, de collaborer avec aussi pour des domaines dont on n'est pas expert, de profiter de l'expertise des autres sociétés. Et le point fort aussi dans ce processus, dans ce standard qu'on a mis en place, c'est que les financiers, ils sont avec nous dès le premier jour. Dès qu'on fixe le coût, les marges de ce produit, ils nous suivent à chaque étape pour nous dire arrêtez, vous ne pouvez pas continuer comme ça, ce produit, il va pas, ça ne marche pas au niveau coût. Et donc, on maîtrise nos coûts, on maîtrise où est-ce qu'on va commercialiser ce produit, on maîtrise la qualité de ce produit, on maîtrise le plan le business plan de ce produit. Donc, ensuite, on a la phase d'industrialisation et par la suite, donc, la phase de lancement. Donc, ceci pour vous dire que innover, oui, mais attention, il faut vraiment mettre des standards qui sont solides, qui vont nous permettre de réussir nos innovations. Et donc, grâce à ce standard qu'on a mis en place, on a pu sortir nos produits dans les délais, dans les coûts. On a pu travailler avec de nombreux sous-traitants locaux. On a changé nos façons de faire. Au lieu d'aller acheter des machines, on peut sous-traiter. Donc, on a sorti un certain nombre de produits dans des temps records, mais qui sont des produits bien maîtrisés, bien étudiés. Là, je parle de la partie produit, mais aussi sur le plan énergétique. Donc, on a suivi le même standard d'innovation. Aujourd'hui, on est équipé sur le côté énergétique, après des études, donc on s'est équipé d'une chaudière à combustible solide et qui constitue qui couvre 70% de nos besoins énergétiques. On est aujourd'hui sur un autre projet pour satisfaire les 100%, les 30%, pour ajouter les 30% restants. Grâce à cette méthodologie qui est bien maîtrisée, on s'est lancé dans l'amont agricole, que ce soit dans la partie oléicole que sur la partie des oléagineux, en combinant aussi bien toujours en tête l'économie d'énergie, la valorisation de nos sous-produits et les marchés où on veut exporter nos produits, où on veut commercialiser nos produits, que ce soit en local ou à l'export. Et je vous donne un exemple, par exemple, et là, suite à ce qu'a dit Sektani, prenons l'exemple de l'huile d'olive. Oui, c'est une huile extra vierge, mais le goût qui est recherché en Russie n'est pas le même que celui recherché aux États-Unis, n'est pas celui qui est recherché au Moyen-Orient, n'est pas celui qui est recherché en Europe. Donc, et tout ça, si on l'intègre dans nos processus d'innovation, on va pouvoir réussir la commercialisation de notre produit. Donc ça, c'est dans le cadre du volet innovation. Sur la stratégie d'optimisation des coûts, c'est une stratégie qu'on a lancée depuis 2019. Et là aussi, on a mis en place un standard
Et une fois ce standard il a été mis en place, donc on a commencé à donner des livrables. Donc je partage avec vous un standard qui a bien réussi chez nous et qu'on est en train de le partager avec nos filiales et de le mettre en place, et également avec la boîte mère qui est le groupe Avril. Donc, au début, c'est un standard. Donc, on a procédé par deux phases. Une première phase qui est en trois étapes. Tout d'abord, on a la première étape, le scan. Qu'est-ce que ça veut dire, scan? C'est qu'on a pris chaque direction. Pour chaque direction, on a revu dans le détail du détail ses dépenses. Ensuite, une fois qu'on a revu les dépenses de chaque direction, on a fait des one-to-one avec le directeur de l'unité et les N-20 pour leur présenter ce détail et pour les défier, pour voir comment ils pourraient optimiser ces dépenses et comment on a également revu avec eux tout leur processus pour bien le maîtriser, pour bien le comprendre et rentrer en défi avec eux pour l'optimisation. Pour chaque direction, on a fait ça avec les achats, avec l'industriel, parce que des fois, quand on parle d'optimisation, on voit toujours la production. On ne voit pas la logistique, on ne voit pas le contrôle qualité, on ne voit pas la R&D, on ne voit pas où les dépenses ont été sont faites. L'étape suivante, c'est le deep dive. C'est que on est revenu voir ces directeurs, sauf que on n'est pas revenu les voir tout seul. Nous sommes revenus voir avec une équipe pluridisciplinaire. Par exemple, on est voir la direction des achats. On a ramené avec nous une personne de la finance, une personne de l'approvisionnement, une personne de la direction industrielle, une personne de la R&D, une personne de la direction du contrôle qualité. Et on a été le voir pour le défier sur tous les plans, parce que quand même, on est ses clients. Donc, pour les défier sur toutes toutes ses dépenses, sur sa façon de faire, et puis on a été sur comment il pourrait optimiser dans les frais de transport, les fournisseurs. Est-ce que c'est pas, il faut pas aller voir ailleurs? Est-ce que même les quantités à acheter, etc. Donc ça, je donne qu'un exemple. Ensuite, on est revenu le voir, on a laissé travailler sur ça et on est revenu le voir pour établir avec lui sa fiche de route. Mais dans la fiche de route, il n'y a pas que le projet, mais il y a également les chiffrages des gains potentiels sur une année pleine de chaque projet. Bien sûr, tout ça, il a été accompagné par des campagnes de communication, par des séminaires, par des coachings, par des experts. Une fois tout ça a été réalisé et on a identifié les projets sur lesquels on va travailler et on a chiffré chaque projet, donc on est passé à la phase 2 qui est la phase de la mise en œuvre et de l'accompagnement. Donc on a tracé des fiches de route, on a identifié des leaders pour chaque projet et on a identifié, comme dans le cas de l'innovation, des équipes qui vont tracer et qui vont travailler sur chaque projet. Et bien sûr, en aucun moment, on s'est arrêté de faire de la communication, d'encourager les gens, de les assister, de leur ramener l'assistance technique, du coaching, et surtout pour ce qu'on appelle le change management, pour pouvoir entraîner avec nous le maximum de personnes dans la société. Donc, en 2018, Aïssa, si tu peux aller un peu plus vite pour qu'on passe à l'échange, mais tu termines ta présentation pour qu'on puisse réserver. il me reste 2 diapos. Ça marche. Vas-y, Aïssa, vas-y. Donc, grâce à cette stratégie, donc, on a pu identifier 14 domaines, sachant que chaque domaine, il y a plusieurs projets.
qui ont été menées par 14 leaders. On a eu 70 initiatives et 65 collaborateurs qui ont travaillé en mode projet. Et je peux vous dire que le budget, il a été dépassé. Et on est passé aujourd'hui à une phase d'élargissement. C'est qu'on a adopté, en adoptant la même démarche, d'ailleurs qu'on l'a pérennisée et qu'on l'a systématisée, on est passé à un mode accéléré que cette année, pour 2022, on a comme objectif de faire 100 projets de plus et d'entraîner avec nous les filières. Au début, on a travaillé uniquement au niveau de l'océan, et là, on entraîne avec nous l'ensemble de nos filières. Et également, on a vendu notre projet à tout le groupe pour créer une synergie groupe. Donc, bon, voilà, aujourd'hui, donc, on a déjà identifié 100 initiatives. On a fixé le gain qu'on veut faire pour l'année 2022 et on a intégré cette fois-ci des big balls. C'est des projets qui nécessitent des CAPEX, mais qui vont avoir beaucoup de rentabilité et beaucoup de marge à gagner. Et pour couronner tout ça, on a lancé même une plateforme digitale de pilotage de ces initiatives. Donc, tout ça pour dire que si on veut innover ou si on veut optimiser nos coûts, il faut donner de l'énergie, il faut s'organiser et il faut déployer de la communication, de l'accompagnement, de l'expertise. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Aziza. Merci pour ta patience, d'avoir patienté avant Nadia et Si Mohamed. Maintenant, on passe à l'échange. Si Mohamed, tu peux allumer ta caméra avec Nadia? Passe un peu, toi aussi, Aziza, si c'est possible. Bien sûr. Aziza, Oui, oui. tu te mets en... Ben, rebonjour, merci beaucoup pour vos présentations qui ils sont claires sur ce sujet. Moi, j'ai noté quelques interventions. Nadia, sur toutes les innovations, tout ce qui se fait, est-ce qu'il y a de la place pour la PME dans ce qu'on dit, ou il n'y a que les grosses corporates finalement qui interviennent, les ETI? Est-ce qu'il y a de la place pour la PME? Est-ce que on peut s'attendre à plus d'imagination, plus d'innovation, donc c'est plus de travail en écosystème. Ça veut dire qu'on mutualise un petit peu quelques travaux de recherche, par exemple au niveau d'un cluster, pour vraiment aller sur des choses, parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui, on ne peut pas attendre. Le monde est en train de changer, les attentes sont là, le cadrage est fait. Tu as présenté l'exemple de la France. Est-ce que nous pouvons aller sur ce sujet? Question à Sdi Mohamed. Tout ce que tu as dit, c'est excellent avec tout ce qui est bouclé aujourd'hui avec Aziza et Nadia. Qu'attendent finalement les entreprises marocaines, notamment les PME, pour se lancer sur le halal? Est-ce qu'il y a de la place pour la PME ou il faut vraiment des véritables champions régionaux, continentaux, à l'image de ce que tu as présenté aux États-Unis, en Turquie, tout ça? Est-ce qu'il faut être nécessairement grand pour apparaître et capter des choses? Et dernière question au niveau de la Aziza, sur tout ce que tu fais, tout ce que fait le sieur Cristal, on a parfaitement compris que vous êtes dans l'agilité, vous êtes dans la transformation, dans l'idéation, vraiment aller vraiment de l'avant sur tous ces sujets. Comment vous impactez finalement votre écosystème? Est-ce que vos fournisseurs suivent le pas avec vous? Vous les embordez? Vous avez un écosystème fournisseur qui est là, parce que la chaîne de valeur, elle est aussi étendue. Et là, vous avez un rôle à jouer, même au niveau de la distribution. Ça veut dire que votre modèle, finalement, va contaminer dans le bon sens tout ça. Nadia, je te cède la parole, puis après Zi Mohamed et Aziza, puis on va conclure. Nadia? Oui, bien sûr, il y a essentiellement la place aux PME, hein, c'est certain. De toute façon, notre métier de BPI France, hein, c'est surtout d'accompagner avant tout les PME. En fait, et c'est d'autant plus important en fait que surtout que l'industrie agroalimentaire, en fait, en France, elle est essentiellement portée par des PME. Donc c'est avant tout nos clients, c'est vraiment avant tout le type d'entreprise qu'on accompagne.
C'est vrai que très souvent, les idées en fait d'innovation, elles viennent, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais bon, les idées d'innovation, elles viennent plutôt des startups qui ont plus la pratique, le challenge technique, la pratique du changement de modèle, etc. D'attaque de nouveaux marchés, alors que les PME, elles sont plus dans une optique de maintien des marges, de compétitivité. Et donc, elles sont moins dans le challenge. Et donc, si bien qu'en fait, ce qui est intéressant de voir, au sein de BPI France, nous, on finance beaucoup de consortiums, de montage de projets collaboratifs avec rassemblant aussi bien des startups qui apportent des sujets d'innovation, une PME en fait qui apporte sa problématique terrain, qui dit bah voilà j'ai tel produit, je sais pas où telle sélection variétale elle fonctionne pas, à telle condition de culture, est-ce que j'aimerais pouvoir l'optimiser et il y a une startup qui est là et qui apporte une solution qui peut être soit une solution de biocontrôle, soit une solution de sélection de variétales. Enfin j'invente un peu, mais c'est vraiment l'idée. Et si on rajoute à ça en plus un organisme de recherche qui, lui, est là pour lever des verrous techniques fondamentaux, dispenser, faire connaître l'état de l'art et avancer sur les problématiques techniques, apporter son savoir-faire hyper spécifique sur un sujet en particulier qui n'est pas du domaine de compétence ni de la start-up ni de la PME, bah là, ça fait un beau consortium, en fait, qui est en pleine capacité de mettre un produit sur le marché, avec sans problème, avec vraiment une vraie légitimité pour la PME, de conserver son marché, d'accroître peut-être même ses parts de marché, sans problème, quoi. Donc oui, oui, bien évidemment, les PME, elles ont toute leur place à jouer. Et d'ailleurs, on est, nous, enfin, dans la problématique des aides publiques, notamment parce qu'on dépend de la Commission européenne, mais pas que, c'est aussi c'est légitime, c'est du bon sens. On a un principe qui est le principe d'incitativité de l'aide, qui vise à dire que on doit donner de l'argent public à partir du moment où ça a un vrai effet de levier en fait sur la réalisation du projet. Donc, il est certain que sur une PME, sur une start-up, on a quand même une forte présomption d'incitativité de l'aide qu'on n'a pas sur une grande entreprise qui a très souvent une capacité d'autofinancement suffisante pour financer son projet. Donc, de facto, on va beaucoup plus avoir tendance à privilégier un projet de R&D porté par une PME que par une grande entreprise. Merci beaucoup, Nadia. Zé Mohamed? Alors, oui, il y a de la place pour les PME, certainement, mais je vais mettre un bémol, je vais dire pour l'instant. Voilà, donc il y a ce qui se passe, par exemple, dans les pays du Golfe. Bon, la Turquie, c'est plus mitigé, enfin, c'est principalement capitalistique, c'est industriel, c'est à large échelle, et c'est un peu l'approche anglo-saxonne à la chose, alors que le Maroc, comme l'Égypte, un peu comme la Turquie jusqu'à récemment, on avait donc une main-d'œuvre agricole historique, donc les familles vivaient de l'agriculture, et on voit une évolution donc un petit peu du Maroc, donc d'une agriculture traditionnelle vers une agriculture plus moderne, peut-être même à échelle industrielle, mais ayant dit cela, il y a de la place pour les PME. Il faut être vraiment systématique dans son approche. Et comme l'a dit Madame Aziza, c'est une approche à long terme. Ça nécessite beaucoup d'énergie. Il faut être impliqué et il faut vraiment faire un projet de vie, je dirais. Voilà. Ce n'est pas. Est-ce qu'on peut imaginer, on peut rêver de champions régionaux, continentaux sur ces niches-là? Écoutez, vraiment typiquement 100% marocain. Enfin, je ne suis pas contre écoutez, le capital et tout. Non, mais je dis, ça veut dire à connotation vraiment marocaine. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Bien sûr, l'écosystème marocain pose des challenges aujourd'hui. Il n'y a pas, je veux dire, même en Europe, moi je suis à la base banquier d'affaires, donc ma formation de base est donc même pour en revenir à ce qu'a dit Nadia. Par exemple, dans les startups et le financement des startups, par exemple, l'Europe n'est pas au même niveau que les États-Unis d'Amérique. Il est plus facile de se lancer aux États-Unis d'Amérique et de trouver du financement
en capital risque, qu'on peut le faire en Europe, par exemple. Bon, Parce que comme tu as dit, tu as perché, tu as tendu la perche sur voilà, un donc sujet de au Maroc, financement. C'est le Maroc, qu'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut encore trouver ça veut dire au-delà des approches classiques, des bailleurs de fonds de la private equity ou des fonds d'investissement? Il y a de plus en plus de fonds d'investissement dans la région MENA, donc qui veulent se focaliser sur l'agroalimentaire, donc qui est perçu comme une industrie défensive. Donc c'est un secteur qui est défensif au point de vue de l'investissement. Donc on peut trouver, mais il faut aussi qu'il y ait l'acceptation de la part donc, du porteur de projet au niveau de la PME d'accepter d'ouvrir le capital, ce qui est parfois pas facile à faire émotionnellement. C'est vrai, Et, c'est vrai. et peut-être perdre, pas le contrôle de la gestion, mais peut-être perdre le contrôle au niveau de l'actionnariat. Parce que, par exemple, les Américains n'ont aucun état d'âme à faire. La plupart des fondateurs sont à 10-15%, au plus 20%, et ils gardent le contrôle de la gestion. Mais ils n'ont pas de problème à ouvrir le capital. Merci beaucoup, Zé Mohamed. Aziza? Aziza? Oui. Sur la question, sur l'intervention, c'est comment le sur impacte son environnement, finalement, fournisseurs, clients. Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que tu sens que des fournisseurs ont finalement épousé cette transformation? Ils font de la même chose. Ils miment un petit peu, mais dans le bon sens. Ça veut dire qu'ils copient, mais intelligemment, à leur niveau, ce que vous faites pour dire c'est des best practices, c'est des choses qui se mettent en place. Et finalement, on embarque tout le monde avec nous. Il n'y a personne qui reste à... Tout à fait. Nos fournisseurs sont pour nous des partenaires. La direction, ils nous accompagnent tout au long de nos projets. D'ailleurs, ils font partie de nos données d'entrée. La direction des achats, ils nous organise tout au long de l'année des réunions avec nos fournisseurs qui viennent nous présenter les tendances du marché, que ce soit au niveau des équipements, que ce soit au niveau de la distribution, que ce soit au niveau des produits, que ce soit au niveau des matières premières, soit au niveau des emballages, etc. Et ils nous accompagnent tout au long de notre processus d'innovation. Et d'ailleurs, on organise chaque année au niveau du groupe Avril la cérémonie de récompense de nos meilleurs partenaires, les fournisseurs. Et ça fait 2 ans successifs que deux sociétés marocaines, ils ont été élus et récompensés à Paris en tant que meilleurs partenaires. C'est excellent. Donc, c'est excellent. là, un mot de conclusion, Aziza, je commence par toi. Alors, moi, pour ma conclusion, je dis que la crise, c'est grave, oui, mais il faut saisir les opportunités. Et il faut les travailler à la base pour les réussir et pour les pérenniser. Et pour cela, il faut investir dans les ressources humaines par la communication, par le coaching, par les assistances techniques, par les formations et aller jusqu'en bas de l'échelle. Chez nous, il y a des idées qui ont donné des gains en coût, des gains en temps, des gains en qualité et qui ont été proposés par des opérateurs. Excellent. Donc, excellent. si on va dans l'innovation et dans le développement, il faut embarquer toute la société, tout le personnel, du bas échelle jusqu'au haut échelle. Merci Voilà. infiniment, Aziza. C'est Mohamed, un mot de conclusion? Alors, petit mot de conclusion. Donc, j'ai parlé du halal. Donc, pour conclure, je dirais que c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc, il y a un très grand marché, celui de la consommation des musulmans dans le monde, qui est vraiment stratégique. Et donc, il serait vraiment, c'est une opportunité pour les PME marocaines de commencer à travailler dessus, mais cela va de pair avec développer un produit de qualité, adopter des outils de management et de production et de commercialisation qui sont modernes. Et lorsque vous avez votre certification halal, ben vous avez, si vous voulez, accès à, je dirais, à un univers de clients qui est captif
mais qui ne vous empêche pas non plus de vendre à des non-musulmans. Voilà. Et, merci beaucoup. voilà, tout simplement. Nadia, un mot de conclusion? Oui, bien sûr. Étant donné le thème d'aujourd'hui qui est les stratégies de renforcement de la compétitivité et les leviers de transformation, vous l'avez compris, nous, côté BPI France et côté français, je peux dire, en tout cas, nous, c'est notre fer de lance côté BPI France, c'est d'essayer de privilégier et d'insuffler une dynamique d'innovation au sein des entreprises, des startups, des PME, de l'industrie agricole et de l'industrie agroalimentaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Aziza, c'est-à-dire que la crise, c'est une opportunité pour changer ses pratiques. C'est important, c'est pas suffisant. Ça doit s'accompagner évidemment par un accompagnement justement des professions, notamment des professions agricoles, parce qu'on va leur proposer des outils qui sont nouveaux, des façons de faire qui sont nouvelles et des itinéraires techniques, même qui sont nouveaux et qui vont des fois être un peu complexes par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc il y a un accompagnement du changement, justement, clairement à faire aussi bien auprès de la profession agricole que l'industrie agroalimentaire par le fait de s'approprier des innovations, la nécessité d'innover dans un secteur qui n'était pas très innovant jusqu'à présent. Et donc, c'est vraiment ça, c'est cet angle de l'innovation et de l'accompagnement au changement que je pense que nous, côté français, on pourra essayer de se rapprocher d'un idéal de souveraineté alimentaire en France. Merci beaucoup, Nadia Saker, Mohamed Kettani, Aziza Haddad. Merci infiniment d'avoir participé à ce webinaire et merci aux personnes qui étaient connectées avec nous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Bonne Merci. continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Nadia. Bonne Merci journée. Aziza. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.